Chers agri, bonjour et bienvenue dans le troisième acte de notre aventure. Aujourd'hui, nous parlons des politiques agricoles allemandes chez nous. D'emblée, il faut savoir que les politiques agricoles nous ont été imposées par les colons. Elles s'appuyaient sur deux choses, l'économie de plantation et la possession des terres. Du coup, on se demande où, quand, pourquoi et comment l'Allemagne a implémenté sa politique agricole chez nous. Chers agri, il faut savoir qu'au départ, avoir la terre relevait carrément de la mafia. Il fallait certes l'autorisation du gouvernement colonial, mais il n'y avait pas un véritable contrôle. Ce qui occasionnait plusieurs exactions, parmi lesquelles les contrats frauduleux qui naturellement frustraient les populations. En 1894, le gouverneur Zimmerer publie un décret qui oblige tout acheteur de terre à le déclarer publiquement. Tout contrat d'achat de terre doit désormais passer devant le représentant du gouvernement. 1896, le gouvernement allemand va renforcer la loi foncière à travers l'ordonnance du 15 juin 1896 qui fait de toutes les terres non occupées les propriétés de l'État. Aujourd'hui, cela s'appelle le domaine privé de l'État. J'ai fait mes classes militaires en Allemagne. Je réponds à ces messieurs et j'arrive à vous. Pour atteindre leurs objectifs, les Allemands vont créer les instances de régulation qui leur permettent de contrôler toutes les terres fertiles du pays. On parle dès lors des politiques agraires, avec la première phase qui va de 1894 à 1897. Les paysans vont sauver le monde. Il s'agit de la politique des grandes concessions, qui visait à exploiter les régions riches, et particulièrement le sud-ouest avec ses 9 millions d'hectares. Mais tenez-vous tranquille, cette affaire n'a pas marché chez les Bamoun et les Bamileke. Je suis Bamileke. Et pourquoi toi? Ça indique un lieu géographique au Cameroun. Ça c'est vrai. 1887-1914 est marqué par la politique de grandes plantations, avec la culture de la banane, du tabac et surtout du palmier à huile. Naturellement, ces produits allaient servir dans les industries de la métropole, raison pour laquelle les gars étaient prêts à tout sacrifier. La chenille ne porte pas de lunettes quand elle boit l'eau. À cause du problème de la main-d'œuvre, ils iront jusqu'à transformer les populations en esclaves. Ceci, bien évidemment, avec la bénédiction du gouverneur de l'époque, Jesko von Puttkamer. Notez qu'il y avait deux catégories de travailleurs dans les plantations. Les volontaires qui venaient après avoir passé les contrats avec les recruteurs et les travailleurs forcés. Il y a eu par exemple le recrutement forcé des boulous de la région de Kribi-le-Rodolphe. Ayant perdu la guerre contre les colons avec à leur tête le sieur Obabeti, entre 1899 et 1900, ce peuple de la forêt devient une main-d'œuvre gratuite. On va recruter les Allemands. Son rôle, c'est d'ouvrir la porte. Les gens entrent, lui ferme. Son rôle. Quand il n'est pas performant, on le vire. On prend un Anglais. Bien fait, docteur. Les chefs traditionnels raconteront plus tard aux colons français comment des milliers de boulous avaient été envoyés à Limbe, où ils ont travaillé pendant 6 ans sans salaire. Sous le règne allemand, toute personne qui ne payait pas de taxes risquait naturellement la prison ou les travaux forcés. Parmi ces taxes, il y avait l'impôt sur le travail qui était une façon de recruter la main-d'œuvre dans les plantations. Pour payer cette taxe, chaque personne travaillait gratuitement pendant 30 jours pour l'administration coloniale. Et puis, c'est pas trop différent du salariat d'aujourd'hui. J'aimerais parler à cette jeunesse qui pense que son avenir, sa destinée se trouve dans le salariat. L'autre moyen d'avoir la main-d'œuvre consistait à faire travailler les prisonniers. Chaque autorité traditionnelle avait le devoir de fournir les employés à l'administration. C'est le chef qui prenait le soin d'aller chercher les semences pour distribuer dans le village. Un mal pour un bien, le mérite de la politique des grandes plantations est qu'elle a boosté la culture des rentes au Cameroun, comme le cacao, le café, la banane, le caoutchouc, l'huile de palme. Il y a la création des instituts agricoles qui a permis d'introduire de nouvelles cultures au Cameroun. Par exemple, le jardin botanique de Limbe et l'école d'agriculture pour les autochtones sous l'impulsion du professeur Haas. Et je voudrais vraiment remercier ce personnel enseignant qui a su faire preuve d'adaptabilité. Ces écoles étaient orientées vers l'amélioration des cultures existantes, la fourniture des semences, des plantes et la recherche des moyens de lutte contre les nuisibles. Grâce à ces pratiques, des Camerounais ont appris de nouvelles techniques agricoles. Vous avez choisi l'enseignement agricole et vous avez eu raison. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. Cette formation était fortement encouragée par le gouvernement allemand, ce qui a beaucoup contribué à la vulgarisation des techniques agricoles. Ça s'appelle le développement participatif. En 1913, un agronome allemand au nom de Berger va encourager la culture du cacao dans la région du Mungo à travers un document appelé « Guide pour la culture du cacao par les indigènes ». Donc c'est prendre les fèves de cacao et transformer en chocolat. C'est ça qui nous dépasse. Les formules sont dans nos têtes et des formules vraiment bien. Mon adversaire, c'est le monde de Narnia.
Si nous avons des machines qui peuvent nous aider, je vous assure que les transformateurs de la filière cacao feront des merveilles. Au revoir. Il faut retenir deux choses. L'histoire de la naissance des politiques agricoles et leur évolution nous apprend que c'est l'Allemagne qui a introduit les politiques agricoles au Cameroun. C'est encore elle qui a instauré la culture du cacao au Cameroun. On appelle le cacao l'arbre de Dieu. Le cacao a poussé seul. Elle souffre exactement de quoi? Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Les premiers essais se sont faits à Victoria, aujourd'hui appelée Limbe, dans le sud-ouest. L'Allemagne était alors le 3e consommateur mondial du cacao. Ça s'explique. Seulement, ces Allemands n'auront pas le temps d'aller jusqu'au bout de leur politique agricole au Cameroun à cause bien évidemment de la Première Guerre mondiale. Je savais pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. Ta terre, elle ne ment jamais. Je vous remercie. Chers agris, si cette vidéo vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner, liker, laisser vos avis en commentaire et surtout partager.